Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume de Digital War Valley. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier Digitalk de la saison. On arrive au terme de cette belle saison des Digitalk et aujourd'hui, on va parler des soft skills et pour ça, j'ai invité Nicolas Morel, président de Monkey Tai. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Alors, les soft skills, c'est quelque chose que tu connais bien, tu travailles dessus depuis de nombreuses années, notamment au sein de Monkey Tai. Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, bien sûr, donc je suis Nicolas Morel, je dirige, cette société qui s'appelle Monkey Tai. En fait, cette société a été créée en 2013 et nous l'avons reprise fin 2018 à partir d'une structure qui s'appelait YouTrust que j'avais créée, quelques années plus tôt. Et avant cette, dernière comment dire, aventure entrepreneuriale dans le monde des RH et des soft skills, on va en parler, j'avais créé préalablement un cabinet de conseil, que j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années, alors pas dans l'univers des RH, mais du conseil opérationnel dans le secteur, dans le tertiaire financier en région parisienne. Et je dirais que cette expérience première a été très fondatrice pour moi et c'est des convictions de cette première expérience professionnelle dans le conseil, voilà, que j'ai acquise et que j'ai voulu développer une offre d'aide à l'évaluation des compétences comportementales, des soft skills, du savoir-être. On va voir un petit peu ce que cela, enfin, quel est le périmètre de tout cela. Euh, voilà. Super. Alors j'en profite, pour évidemment accueillir toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que vous avez un espace, chat pour discuter, un espace questions pour poser vos questions. Nicolas est vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pendant le webinaire. Moi, je suis très heureux de pouvoir attaquer ce sujet des soft skills parce que, avec Nicolas, ça fait quelque temps qu'on avait parlé de faire cette intervention et je trouve que ça tombe vraiment à point nommé parce que quand on voit tout ce qui se passe dans le monde du recrutement en ce moment, j'ai l'impression que pas un secteur n'échappe, à la tension, sur la disponibilité des profils. J'imagine que Nicolas, tu vas nous en parler et que les soft skills peuvent jouer un rôle, dans, évidemment ces recrutements en période un peu mouvementée. Oui, alors, comment dire? Les soft skills, c'est un vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle, parce que c'est un sujet un peu tarte à la crème, tout le monde en parle. J'avais écrit un article en 2017 sur ces questions de savoir-être, de soft skills, et j'avais tapé sur Google le mot savoir-être, et j'avais regardé combien il y avait de résultats. Donc en 2017, j'avais eu 33 800 000 résultats, c'est-à-dire sites, enfin liens vers des sites web. Mmh. J'ai fait le test hier en préparant ce webinaire. On est passé sur le mot savoir-être de 33 ou 34 millions à 1,3 milliard résultats sur 3. En 5 Et ans. quand, oui, en 4-5 ans. Et quand vous cliquez sur un site, vous avez donc 50 soft skills, 12 000 définitions. Donc la jungle prend une dimension complètement exponentielle. Mmh. Ouais et du coup, ce qu'on va voir avec toi justement, c'est au-delà de l'approche, du concept, enfin de comment on définit les soft skills, la Ouais, la question derrière, ça va être, comment on les évalue, comment on les intègre dans un process de recrutement, ouais. heu et comment on les associe, j'imagine aussi, hein, après c'est toi l'expert, mais comment on les associe aux hard skills parce qu'il y a sans doute, évidemment des recherches de complémentarité. Voilà, donc je pense que Mmh, tu vas nous raconter tout ça. voilà. Et bah, c'est parti, je te laisse la main. Tu as quelques supports à nous proposer en même temps pour nous Effectivement, présenter. j'ai quelques slides, mais n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésite pas, Guillaume, à m'interrompre, à me poser des questions si tu trouves que je suis un peu trop voilà, Ça n'hésitez marche. pas. Et de même, à vous tous en ligne, posez des questions et j'y répondrai aussi rapidement et en temps réel si possible. Donc vraiment, le mot soft skill, vraiment, il y a pas un jour sans qu'il y ait des nouveaux sites sur le sujet, hein, voilà. Donc savoir-être, je voulais. Et soft skill, c'est un peu la traduction française, enfin anglaise, et on est dans la même jungle, hein, 700 millions de résultats pour soft skills. Bon. Euh, Nous concernant, on préfère parler de compétences comportementales. Ça commence déjà un petit peu à réduire un peu le sujet. Euh, et donc, ce qui est certain, c'est que euh, pourquoi on en parle de plus en plus? En fait, ce qui se passe, c'est que on vit
on est dans un monde, alors c'est un peu une tarte à la crème à nouveau, mais VUCA, vous connaissez cet acronyme, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu. En fait, ce qui se passe, c'est que les hard skills, donc les compétences techniques, ont une durée de vie de plus en plus courte. Les compétences techniques qui sont les vôtres aujourd'hui, ben, elles vieillissent de plus en plus rapidement. Et selon l'OCDE, la durée de vie moyenne d'une compétence technique qui était d'une trentaine d'années dans les années 80 est passée à 18 mois aujourd'hui. Alors, bon, le World Economic Forum, lui, estime qu'un tiers des compétences techniques requises pour exercer un métier seront amenées à en changer en profondeur et en grande partie, notamment du fait de la transformation digitale des organisations et du monde. Euh, et puis, également, du fait d'un certain nombre, alors tu en parlais, Guillaume, de pénurie dans le domaine du recrutement et sur des compétences techniques dans certains métiers, et permettre d'identifier les savoir-être ou les soft skills professionnels de chacun va permettre justement peut-être plus facilement d'orienter les individus vers les nouveaux métiers, vers ces nouvelles activités professionnelles qui sont en phase avec les besoins de l'économie actuelle. Donc, euh, donc identifier ces soft skills qui vont permettre de s'adapter et d'évoluer dans le monde économique moderne, c'est effectivement un point très important. Donc, face à toute cette jungle et à toutes ces milliers de soft skills possibles, imaginables, nous, on a choisi de se concentrer sur un certain nombre de basiques qui sont, j'y reviendrai, d'une part, les moteurs de motivation de l'individu, quelles sont les choses qui vont lui permettre vraiment les fondamentaux qui sont les siens en termes de moteur de motivation, j'y reviendrai. D'une part, sur les facultés d'adaptation de l'individu, deuxièmement. Troisièmement, sur son mode de fonctionnement en équipe, comment on interagit avec les autres. Et quatrièmement, et ça c'est un peu plus original, sur l'identification également des irritants de l'individu, sachant que, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a tous des irritants légers et puis des irritants plus lourds, ce qui nous met en stress, ce qui nous agresse, qui peut nous mettre en difficulté, voire en grande difficulté. Par exemple, avec Guillaume, là, j'avais un petit souci de connexion juste avant la réunion, j'étais un peu tendu. Voilà. Donc, ce genre de choses peut impacter vos compétences comportementales, peut impacter votre capacité d'adaptation, votre mode de fonctionnement en équipe, certaines de vos motivations, on va y venir. Et ces irritants sont plus ou moins présents dans certains métiers. Et donc, c'est pourquoi nous, plutôt que de soft skills, voilà, on préfère parler de dynamique comportementale parce que nos comportements sont pas toujours stables, ils peuvent parfois varier en fonction des situations, en fonction des irritants que l'on rencontre. On ne se comporte pas de la même manière, on l'a tous vécu, à un dîner avec des copains ou le premier dîner chez les beaux-parents n'est pas tout à fait le même. Et peut-être que c'est tant mieux d'ailleurs. Et pourtant, on est le même homme ou la même femme. Et donc, fondamentalement, on est le même, mais on n'a pas toujours le même comportement suivant les situations. Et dans le monde du travail, cela est également vrai. Euh, et parfois, nos comportements sont adaptés à certaines situations, parfois ils ne le sont pas. Donc, en fait, nous, on a, avec l'aide de partenaires, on a mis au point un certain nombre d'outils qui permettent d'évaluer, de mesurer tout cela et de faire le lien, bien entendu, avec des postes ou avec des métiers. Alors, justement, bon, on va parler un peu de la technique après. J'en profite pour relayer une question de Rodolphe, Oui, heu, qui dit: «Est-ce que cela veut dire que le recrutement d'aujourd'hui se fait ou doit se faire plus sur les soft skills que les hard skills?» Alors, je reformule, est-ce qu'il y a une proportion en quelque sorte, à respecter? Est-ce qu'aujourd'hui on se dit: «Bah, les soft skills, ça pèse pour tant dans un recrutement?» ou voilà, comment ça se mesure cet équilibre entre les soft skills et les hard skills et comment ça évolue, même si vraisemblablement, d'après ce que tu dis, bien évidemment, les soft skills prennent de plus en plus de place. oui. Alors,
Certains, mes confrères ont un point de vue, parfois très radical là-dessus et avec des options, vous en avez entendu tous parler du recrutement sans CV, autrement dit, balayons d'un revers de main tout ce qui relève des compétences techniques, des hard skills et recrutons uniquement, par, les compétences comportementales. Bon, si vous êtes déjà passé sur le billard, auprès d'un chirurgien, ou si vous mettez votre vie entre les mains d'un pilote d'avion, vous espérez quand même qu'il a un certain nombre de compétences techniques et qu'il a été validé pour ça. Il en est de même dans d'autres types de métiers, je veux dire dans l'industrie nucléaire ou je ne sais pas quel est le métier de Rodolphe, carbon saver dans le métier peut-être du carbone de l'industrie pétrolière. Les compétences, non, on ne peut pas balayer les compétences techniques du revers de la main comme cela. Bon. Maintenant, il y a des métiers et il existe aussi à l'autre. Donc, il y a des métiers très techniques où évidemment l'expertise, l'excellence technique est indispensable. Il y a des métiers qui sont des métiers en tension. On les connaît, hein, on en parle beaucoup aujourd'hui dans le domaine de la restauration, dans le domaine des services à la personne, dans le BTP parfois, qui ont malgré tout une compétence technique nécessaire, mais qui ne sont pas inaccessibles au commun des mortels, mais qui en revanche demandent, exigent, attendent des compétences comportementales, des comportements, un savoir-être qui est très particulier et tout simplement pour y être heureux et s'y développer. Il se trouve que, j'ai un exemple en tête, ma mère est atteinte d'une maladie voilà, du vieillissement et elle est dans un EHPAD et en Touraine et qui est très bien. Et à chaque fois que je vais dans cet EHPAD, je remarque que les accompagnateurs, voilà, les gens qui sont auprès d'elle, auprès d'eux, sont heureux d'être là. Moi, c'est un environnement qui me stresserait de manière inouïe. Et je vois, eux, ils sont dans la bienveillance. Ils sont heureux, ils se sentent utiles, ils sont motivés, ils sont bien dans leur rôle, ils sont bien dans leur vie, et ça se voit et ça se sent, et les résidents le leur renvoient. Bon, voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et on est sur des métiers en tension. Euh, et donc là, par exemple, on peut tout à fait ne recruter que par les soft skills. Bien entendu, ensuite, il faut former malgré tout les opérateurs en question aux métiers, aux compétences de base de ces métiers-là. Et c'est vrai dans bien des métiers qui sont en tension aujourd'hui. Voilà. Alors ça semble cohérent, Nicolas, pour, les métiers notamment, tu cites les métiers autour de l'aide aux personnes âgées dépendantes et cetera. Moi, ça me semble assez évident parce que, bah, c'est des métiers qui sont, intrinsèquement, humains. Bah, on est dans le relationnel, très, très proche. Voilà, il y a beaucoup d'humains, donc ça semble évident de donner une grande part, à l'intérêt aux soft skills. Ouais. Mais dans quelle mesure c'est également vrai pour des métiers, plus techniques? Tu citais le BTP parmi les métiers en tension. Là, le lien, il est peut-être un peu moins évident. Est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, alors bien sûr, le BTP, c'est un monde, un univers. Je sais pas, il y a peut-être des gens du BTP, là, ils m'en voudraient sans doute, c'est de dire qu'il y a pas de technique. Alors C'est très indirectement parce que je t'apporte une précision, Carbon Saver, travaille en fait, alors non pas dans l'industrie, pétrolière, mais dans tout ce qui est, c'est proche du BTP parce qu'à la base, c'est un projet d'accompagner les architectes, d'intérieur, pour justement aller sur des choix, des optimisations, à faible d'accord. impact environnemental et cetera. D'accord, très bien, très bien. Donc là, il y a évidemment des compétences techniques très, très, très pointues. Mmh. Mais il y a beaucoup de métiers du BTP qui sont actuellement en tension. Voilà, ça c'est une évidence hein, voilà, dans la maçonnerie, voilà. Mmh. Et donc, en fait, dans ces métiers du BTP, nous, euh, par exemple, aujourd'hui, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Pass to Work et qui est qui s'adresse à des jeunes issus de l'insertion professionnelle et sur la base uniquement de l'analyse de ce que nous appelons leur dynamique comportementale, sur lequel, si on a le temps, je reviendrai, mais c'est donc moteur de motivation, comportement en équipe, capacité d'adaptation et irritant. On va leur permettre de s'orienter et d'identifier les métiers qui leur correspondent le mieux, sur lesquels ils seront le plus à l'aise, où ils seront alignés en termes de moteur de motivation profond, et puis sur lesquels les irritants qui sont les leurs et qui les mettent vraiment en situation
de difficultés, et ben, ils les rencontreront pas forcément, ou le moins possible dans ces métiers-là. Donc, c'est tout à fait envisageable, possible, d'avoir un lien vraiment entre ces compétences comportementales et les conséquences, le contexte du métier. Mmh. Et alors justement, je rebondis parce que je vais relayer la question de Charlène, qui dit: «Vous expliquez que les hard skills ont une durée de vie de 18 mois environ. Qu'en est-il des soft skills? Nous changeons avec le temps, l'expérience. A-t-on un moyen de voir quelles soft skills évolueront avec le temps et quelles sont celles qui ne changeront pas?» Parce qu'effectivement, j'imagine que c'est à la fois pas totalement gravé dans le marbre, parce qu'on Ouais. évolue quand même, notre propre personnalité évolue, mais en même temps, peut-être que ça peut aussi donner des indicateurs. Enfin, voilà, comment on se repère par rapport à tout ça? Et comment ça qu'est-ce qui Alors peut ouais, évoluer ou pas justement dans les soft alors skills? justement, alors je vais rentrer un petit peu Bien sûr. heu dans le détail, si vous le voulez bien, heu, de de notre approche. Déjà, bon, il faut savoir que attendez, hop, je vais minimiser, voilà. Hem, dans nos plateformes, on a différents outils pour évaluer tout cela. On a et parfois les gens confondent, on a différents questionnaires, mais on a notamment un questionnaire de personnalité, un test de personnalité qui a fait la notoriété de la société. Il y a près de 700 000 personnes en France qui ont passé ce test de personnalité. Voilà, il a fait voilà, il est particulièrement apprécié, des recruteurs, des gens de Pôle emploi qui l'utilisent beaucoup. Et maintenant, la personnalité, c'est une chose, et les compétences comportementales, c'est un concept voisin, mais c'est pas tout à fait la même chose. On peut, je prends un exemple, dans la personnalité, on va mesurer le niveau d'extraversion ou d'introversion d'un individu. Mmh. On peut être un très bon commercial et être très extraverti ou très introverti, et être un très mauvais commercial et être très extraverti et très introverti. Même si on s'attend souvent à ce qu'un commercial soit plutôt quelqu'un d'extraverti, et c'est vrai qu'il y a une légère corrélation, mais elle n'est pas suffisante pour en tirer des conclusions définitives. Donc, Donc ça, ce que le tu dis, je me permets de reformuler, oui, Nicolas, parle sous ton contrôle, c'est que finalement la personnalité ne détermine pas nécessairement, la compétence comportementale. non, 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 tout à fait. La personnalité, c'est une chose, les compétences comportementales, c'en est une autre, ça vient l'enrichir, c'est une approche complémentaire qui permet de mieux comprendre le mode de fonctionnement d'un candidat, ou d'un salarié, ça peut s'adresser aussi en interne, mais ce sont des choses complémentaires et différentes. L'analyse de la dynamique comportementale, elle, va permettre d'aller un petit peu plus loin sur et d'avoir une corrélation plus forte entre le comportement de l'individu et le succès sur un métier. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui est stable et qu'est-ce qui est instable? Est-ce qu'on peut évoluer sur le plan de ces soft skills dans la vie? Alors, bien heureusement, moi qui ai 50, enfin 8 ans même, voilà, je l'ai dit, j'espère que j'ai un peu évolué depuis mes 20 ans et que sur certains sujets, je me suis amélioré. Je l'espère en tout cas, et je crois. Euh, Maintenant, il y a des choses qui sont stables. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que le questionnaire que l'on utilise là sur la dynamique comportementale, nous en sommes les utilisateurs, nous n'en sommes pas les auteurs. Nous sommes associés avec un centre de R&D français qui s'appelle l'Institute of Neurocognitivism. Alors, ils portent un nom anglais, mais ils sont français, ils sont présents en France et en Belgique. Au départ, ce sont des médecins qui travaillaient dans l'univers des neurosciences, des sciences cognitives et de la psychologie, et qui s'intéressaient, il y a 30 ans de cela, à des gens victimes de phénomènes d'addiction et qui ont essayé de comprendre comment fonctionnait leur cerveau. Voilà. Et puis, il y a une quinzaine d'années, sous l'influence d'un mécène, ils sont sortis de l'aspect purement clinique pour se tourner vers le monde du management et des organisations. Et voilà. Et depuis 15 ans, ces questionnaires ont été élaborés, affinés, mis au point. Et donc, ils vont explorer 4 grandes dimensions, dont celles sur lesquelles je me suis attardé sur ce slide, qui sont celles des moteurs de motivation et des facteurs de motivation de l'individu. On a tous des moteurs de motivation profonds. Sinon, on ne vivrait pas, on ne serait pas vivant. Donc, ces moteurs de motivation profonds, ça, c'est des choses qui datent des tout premiers âges de la vie, qui sont relatifs à la manière dont
vous avez interagi avec votre environnement dans les 6 premiers mois de la vie, peut-être même, de manière intra-utérine et dans les 6 premiers mois de la vie, c'est, la manière dont, vos parents, ont réagi à vos cris et cetera, à vos exigences, quand vous aviez faim, soif, envie de ceci ou de cela. Est-ce que vous avez dû hurler pendant des heures avant d'avoir un biberon ou est-ce que le biberon est arrivé très rapidement dans votre bouche et cetera? Et donc, ceux-là, ces moteurs de motivation, ils sont profondément ancrés en nous. Et vous avez donc des profils qui apparaissent, des profils par exemple de compétiteur, c'est celui qui se bat, ou le profil du philosophe qui est à l'inverse, c'est celui auquel tout vient à point qu'il sait attendre, c'est pas la peine de se stresser. Donc ça, c'est des moteurs de motivation profonds et qui sont à la fois stables et puissants. Et que vous soyez sous stress face à des irritants, comme je le disais tout à l'heure, ou pas, vous serez un compétiteur, vous serez un philosophe, vous serez, donc on a 32 profils, 32 critères, vous serez vous aurez le sens du mentorat, vous aurez le sens de l'équipe, etc. Et de manière profonde et stable et puissante. Et puis, c'est pas toujours facile quand on se regarde soi-même de les distinguer. Il y a des moteurs de motivation qui sont les premiers dont je viens de parler sont inconditionnels. Quoi qu'il arrive, vous serez comme ça. Et puis, il y a les moteurs de motivation qui sont conditionnels, qui sont conditionnés au succès ou au regard d'autrui. Vous êtes motivé tant que ça marche bien. Vous êtes un bon commercial tant que vous avez du succès. Et puis, si ça marche plus, alors là, votre motivation peut ou s'écrouler, ou diminuer, ou bien vous pouvez rentrer dans un phénomène de surinvestissement émotionnel parce que vous avez une angoisse de l'échec. On corrèle aussi tout ça dans nos questionnaires à ces sujets-là, par exemple, l'inquiétude de l'échec. Et vous pouvez rentrer dans des phénomènes de surinvestissement émotionnel qui vous amènent à travailler beaucoup, mais alors que dans le premier cas, vous travaillez beaucoup, mais sans effort parce que c'était que du bonheur. Dans le deuxième cas, vous pouvez être dans des dynamiques énergivores qui vous bouffent de l'énergie, qui vous bouffent et qui peuvent vous amener, par exemple, au burn-out. Donc, on va distinguer tout ça. Et donc, pour répondre à la question de la personne, de Clémentine, je crois, Charlène. oui, Charlène. de Charlène, bien, il y a des choses qui sont stables, profondes et qui resteront toute la vie. Ce sont les premières. Et puis, sur d'autres sujets, on peut y venir. Voilà, j'ai illustré par exemple, par cet exemple, il y a des sujets sur lesquels, bien sûr, on peut s'améliorer et travailler. Voilà. Alors sur la motivation, Nicolas, moi j'avais entendu parler de la différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Est-ce que c'est un peu la même chose? Ouais, un peu, un peu. La motivation intrinsèque, c'est quoi qu'il arrive, c'est ces moteurs de motivation profonds, c'est le compétiteur, le philosophe, voilà. Pour reprendre les exemples que j'ai donnés, ou l'animateur. Bon, c'est des choses qui sont inscrites en vous et voilà. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Nicolas. Nicolas, est-ce que tu es toujours avec nous? Nicolas revient. Voilà. Ouais, C'est bon? c'est bon, on t'avait perdu quelques Caméra instants. alors j'ai coupé ma caméra, ne m'en veuillez pas, c'est pour privilégier l'internet. Donc, ces motivations intrinsèques et extrinsèques, c'était la question? Mmh. Eh bien, ces motivations intrinsèques, voilà, c'est tout ce que vous faites avec plaisir, avec bonheur, sans effort, et que vous faites bien, du coup. Et quand bien même vous rencontrez un échec sur ces sujets-là, c'est la fameuse phrase de Mandela: «Je n'échoue pas, j'apprends». Heu, Mmh. voilà, et c'est donc ce que vous faites, et qui est énergisant. Et puis OK. les motivations extrinsèques, c'est ces motivations qui sont conditionnées ou conditionnelles au succès, au regard d'autrui, au regard des parents, mais qui sont pas les motivations vraiment profondes qui sont les vôtres. Mmh. On m'entend toujours bien? Ouais, ouais, c'est bon, OK, continue bon. Nicolas. Merci. Heu, donc, peut-être si j'avance un petit peu, Ouais. dans dans le périmètre de ce que nous scannons et de ce que nous mesurons en termes de dynamique comportementale, on va s'intéresser ensuite aux capacités d'adaptation de l'individu. Parce que si je reviens sur mon introduction, j'ai cité, l'OCDE, ce monde, VUCA dans lequel on vit. En fait, vraiment les soft skills qui semblent être les plus utiles en tout cas dans le monde économique et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce sont
voilà, c'est la capacité d'adaptation, la capacité à faire face à des situations nouvelles, à s'y adapter, voire pour certains à rechercher spontanément la nouveauté, à être curieux de la nouveauté. Donc la capacité d'adaptation, ça fait partie, selon voilà les études, les instituts, des choses qui sont vraiment mises en avant et recherchées par les recruteurs. Et enfin, l'autre grande soft skills qui se segmente en bien d'autres sous-domaines, sous-items, mais c'est la capacité à fonctionner en équipe, à s'insérer harmonieusement dans une équipe et voilà, dans une situation humaine. Et Et donc, finalement la capacité d'adaptation, ah, oui, ouais, vas-y termine, oui. je pose la question après. Donc cette capacité d'adaptation, en fait, elle est fonction de différents. Donc on va identifier à nouveau les gens, cette capacité d'adaptation, nous, à la fois en temps normal, c'est-à-dire non pas sous stress, que voilà, quand je suis décontracté, voilà, au quotidien, sans stress, et puis aussi quand je suis en difficulté. Voilà. Parce que à nouveau, on peut ou pas, parfois les gens vont avoir une capacité d'attention et d'adaptation plus aiguë quand ils sont en difficulté, sous stress, Mmh. sur certains sujets, parce qu'ils vont faire preuve d'une super attention pendant quelque temps. Alors que c'est le cas, par exemple, un entretien de recrutement. Les gens sont un peu mis en tension à l'occasion d'un entretien de recrutement. Donc, ils vont être hyper attentifs sur certains sujets et puis peut-être plus maladroits et moins à l'aise sur d'autres. Donc, dans cette capacité d'adaptation dans nos questionnaires, on va l'évaluer avec 6 sous-items que sont la curiosité, le sens de la nuance, apprécier les choses de manière nuancée, le sens, la capacité à exprimer ses opinions personnelles de manière équilibrée, à tenir compte du point de vue d'autrui, mais aussi être capable de faire valoir son propre point de vue sans agressivité. Mmh. Euh, voilà, c'est ce genre de choses qu'on va identifier dans la capacité d'adaptation, la curiosité, bien sûr, l'appétence à la nouveauté. Euh, à, va être évaluée dans cette partie-là de notre questionnaire. OK, alors j'ai une question, mais je vais la garder, je vais la garder au chaud Oui, et je vais relayer la question de Rama. L'environnement, sous-entendu la culture de l'entreprise ici, hein, plutôt l'environnement au sens professionnel, peut-elle avoir une influence, sur nos soft skills, voire les modifier? oui. Alors, elle peut avoir une influence sur leur expression. Mmh. Euh, je veux dire par là que effectivement, une culture d'entreprise, par exemple très bienveillante, qui permet à chacun de s'exprimer, etc., peut effectivement mettre voilà l'ensemble des collaborateurs plutôt en situation de non stress, voilà, voilà, et donc les comptes, ça ne changera pas profondément l'individu lui-même, mais son comportement, on n'est pas le même, je l'ai dit. C'est ça qui nous a séduit dans ce questionnaire de l'évaluation de la dynamique comportementale de l'INC. C'est que on le sait bien nous-mêmes, on n'est pas toujours le même. Et Mmh. pourtant, on est le même individu, mais on n'a pas toujours le même comportement suivant les situations. Donc, effectivement, un environnement de culture d'entreprise impacte non pas l'individu lui-même, mais son expression et son comportement. Et bien, c'est une évidence que chacun peut vivre. Voilà. Et certaines cultures d'entreprise, voilà, sont très favorables à l'expression de certains et pas d'autres. Je veux dire, voilà, il y a des cultures d'entreprise qui sont très élitistes, très compétitives, et ça a du sens. Je veux Mmh. dire, voilà, je me souviens quand j'étais plus jeune, les gens allaient dans des écoles de vente chez Rank Xerox, etc., où là, la compétition, la culture d'entreprise était très portée sur la compétition et les vendeurs de Rank Xerox étaient des compétiteurs et ils cherchaient à être le premier, etc. Et ça marchait. À l'époque, ça marchait en tout cas. C'est pas à moi d'en juger ensuite. Mais bien sûr, tout le monde ne se serait pas épanoui dans cette culture d'entreprise. Mmh. Je vais prolonger la question. Là, on a parlé de l'environnement, de la culture d'entreprise. Qu'en est-il de l'évolution qu'on peut avoir soi-même dans une entreprise? Et je pense notamment à une personne qui,
qui prendrait des responsabilités et qui du coup va jouer un rôle différent, qui était peut-être, dans le passé, d'égal à égal avec certaines personnes qui du coup, va passer manager et cetera. Enfin, tu cette évolution vers plus de responsabilités, bah, j'imagine que ça transforme aussi un peu, alors peut-être pas les soft skills en tant que tels, mais l'expression comme tu le dis. Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, heu, passer devenir manager, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a souvent des échecs, enfin souvent, voilà, c'est le chemin n'est pas simple Mmh. et et il n'est même pas évident dans les entreprises, la maturité est variable là-dessus, sur, l'identification des capacités, des qualités managériales et puis d'une part et d'autre part, de pouvoir fournir des outils aux jeunes futurs managers d'aide au management. C'est pas simple. Mmh. Alors bien sûr, il y a des outils de reporting, de ceci, de cela, mais aider à voilà, donc nous, on prétend aider à cela également. On a tous des exemples en tête du meilleur dans son domaine qui est devenu, qui a pris un rôle de management, enfin voilà, et qui est le meilleur avant-centre n'est pas le meilleur capitaine, quoi. Mmh. Voilà et c'est vrai au foot et c'est vrai dans les entreprises aussi. Mais ça, ce sont des choses qui peuvent s'identifier, par exemple, quand on fait un recrutement, parce que c'est quand même un peu le sujet là, quand on s'intéresse aux soft skills dans le recrutement, est-ce qu'on peut déjà, se dire: «OK, cette personne-là, je me dis que je pourrais la faire évoluer, à terme, je pourrais, la mettre en responsabilité, dans un poste d'encadrement» et cetera. Est-ce que ça peut s'identifier, en Oui, en fait, donc dans notre, dans ce questionnaire d'évaluation de la dynamique comportementale, notamment, du coup, je parlais du troisième partie là, c'est tout ce qui relève du comportement en équipe, du comportement en groupe. On va interroger ici l'individu, sur des questions où le mot confiance est le mot-clé en fait. La confiance en soi, l'excès de confiance en soi, l'excès de manque de confiance en soi, la confiance aussi qu'on fait en autrui avec l'excès, les deux équivalents, hein, l'excès de confiance en autrui qui peut confiner à la naïveté sociale ou l'excès de défiance, l'excès de manque de confiance. Et au cœur de tout ça, il y a un concept qui est celui de l'assertivité qu'on va évaluer, également évaluer. L'assertivité, c'est la capacité à se comporter dans une relation d'adulte à adulte avec autrui, pas dans une relation de dominance ou de soumission, mais vraiment d'adulte à adulte, d'être capable d'entendre le point de vue d'autrui, de l'écouter et d'admettre que voilà, l'autre peut avoir un point de vue différent, et puis, et ceci sans agressivité, et de la même manière, d'être en mesure de faire valoir son propre point de vue. On peut ne pas être d'accord sans s'engueuler, c'est même heureux, mais c'est pas toujours simple, y compris dans l'entreprise et, ou en famille. Et donc, de faire valoir, voilà, l'assertivité, c'est cela. Donc, effectivement, alors, bien sûr, des expériences individuelles contribuent à cela, hein. Je veux dire, le fait d'avoir pratiqué des sports collectifs, d'avoir joué un rôle dans des associations, d'avoir, voilà, c'est pas forcément à l'école, hein. L'école, notamment, enfin, après, avec le système des prépas, etc., là, on a quand même des parcours très individualistes et des compétiteurs qu'on a mis en avant. Les vertus collectives s'apprennent parfois en dehors de l'école, dans des expériences, et puis elles sont plus ou moins profondément, on a des terrains plus ou moins favorables, mais ça peut se travailler. Et puis nous, dans nos outils, en fait, on va pouvoir proposer aux futurs managers également de tenir compte des profils comportementaux de son équipe, parce que si les gens l'acceptent, eh bien chacun accède au profil comportemental des autres. Et donc le jeune manager va pouvoir comprendre comment fonctionne l'individu qu'il va demain devoir encadrer, et comment il doit mieux fonctionner avec lui. Je prends un exemple. Si vous êtes mon manager, euh, euh, Guillaume, et que moi je suis quelqu'un de particulièrement qui adore fournir un travail précis, pointu, carré dans les coins, parfait, et ça me met en stress si je fournis un travail un peu bâclé. Et que vous me demandez
de faire en 3 jours un job qui en mérite 10, mais c'est pas grave parce qu'il faut, il faut le faire en 3 jours et voilà, il sera bon à 80% et c'est très bien, ça va me stresser. Ça va me stresser, je vais être tendu, vous allez vous demander pourquoi, et on va rentrer dans une, voilà, donc dans une relation qui va être malsaine. Donc savoir que je suis perfectionniste et que j'ai besoin du temps nécessaire pour terminer un boulot, pour qu'il soit parfait, parce que je ne supporte pas d'être mis en défaut et que de produire un travail qui soit pas carré dans les coins. Il vaut mieux que vous le sachiez en tant que jeune manager. Voilà, c'est ce type d'outil qu'on est capable de mettre en exergue. OK, très clair. Voilà. Euh, donc, ce que je peux rajouter peut-être sur ce questionnaire, ben voilà, donc il y a bon, des questions, il y a des dimensions, il y a des algorithmes, et ah oui, en fait, on est du coup en mesure, nous on a fait un gros travail sur la base d'un référentiel métier qui est le référentiel du ROM de Pôle Emploi que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc on a fait une sorte de guide que j'appelle un peu prêt-à-porter. On a dit voilà, sur l'ensemble des métiers de Pôle Emploi, voilà les résultats attendus à nos questionnaires. Donc voilà ce que c'est qu'un bon boulanger, un bon comptable, un vendeur, etc. Maintenant, un vendeur chez Rank Xerox, c'est peut-être pas la même chose qu'un vendeur au rayon des Galeries Lafayette ou chez Danone. Ou au Cefim ou chez Carbon Saver. Donc, on est capable de passer d'un modèle prêt-à-porter, du costume prêt-à-porter, à un modèle sur mesure pour chacun de nos clients sur les postes clés qui sont les leurs en, en adaptant les résultats attendus de notre questionnaire de la dynamique comportementale au contenu précis du poste de chacun des métiers de nos clients. Mmh. J'en profite, pour relayer une nouvelle question de Charlène. Est-ce que c'est aussi important de connaître la personnalité de notre candidat et à la fois de nos salariés pour faire les meilleurs matchings? C'est-à-dire, Ouais, à quel ouais. moment la dynamique collective, en fait, joue dans, le regard qu'on va porter sur le candidat ou la candidate? Alors, euh, donc, je reviens sur mon concept d'origine, personnalité d'une part, dynamique comportementale d'autre part. Mmh. Ce sont deux. Donc, nous, on a bien les deux approches. D'une part, des questionnaires de personnalité, d'autre part, des questionnaires d'évaluation de la dynamique comportementale, donc d'un certain nombre de soft skills. Et effectivement, ces deux approches sont complémentaires. Parce que, notamment dans le matching entre les individus, euh, voilà, et notamment, je pense à ces questions de manager, voilà, avoir une connaissance de la personnalité de l'individu pour le manager, savoir comment manager voilà, quelqu'un de très extraverti, euh, euh, voilà, quels sont ses modes de fonctionnement dominants, euh, ses réflexes, pour le manager, avoir une connaissance détaillée, précise et exacte, parce que c'est des trucs qui marchent super bien, de la personnalité des gens de son équipe, c'est des outils d'aide au management et à la compréhension de l'individu qui sont très précieux. Est-ce que c'était ça la question de Charlène ou de Clémentine? Écoute, bah, Charlène, tu peux préciser dans le chat si jamais tu as besoin de reformuler ou pas la question. Alors, si la question, peut-être il y avait plusieurs questions dans la question. Oui, c'est comment un candidat, parce que ça, c'est des choses qui arrivent effectivement. Je l'ai vu chez certains de nos clients, même des cabinets de recrutement, on a trouvé le bon candidat. Il est Mmh, super partant. Le manager est partant, le RH est partant, tous les feux sont au vert. Il mmh, rentre dans la boîte, 6 mois après, il n'est plus là. mmh. 6 mois Ou il a fait fuir les autres. Alors ça peut arriver aussi, c'est vrai, où il a fait fuir les autres parce qu'il n'avait pas le comportement adéquat. Mais ça se voit assez vite. Euh, et en général, on est plutôt dans la première alternative, même si ça peut Mmh. arriver. Ouais. Et donc, euh, pourquoi? Parce que pendant la phase d'onboarding, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, le recrutement n'est pas fini, en fait. Et donc, nous, aujourd'hui, effectivement, on propose à nos clients euh, d'utiliser les outils d'analyse de la dynamique comportementale pour évaluer
le matching interpersonnel. C'est-à-dire au-delà de la bonne adéquation sur le poste du bonhomme, on va aussi leur proposer de découvrir comment les gens vont interagir entre eux. Comment A va interagir avec B. Quels sont les sujets Ouais. sur lesquels ils vont se comprendre à demi-mot sans même y passer des heures. Et puis les sujets qui chez A vont agacer B et qui chez B vont agacer A et inversement qui chez A vont Mmh être mh. très, très, très appréciés par B et inversement. Euh, et cela dès le début, Mmh. avant même que les situations ne se créent pour que faciliter l'intégration de l'individu A dans l'équipe en question. Et c'est particulièrement vrai dans la relation manager-manager, bien sûr. OK, très clair. Alors, Rodolphe nous dit, en fait, la gestion des soft skills, ça doit être, une des hard skills du manager. Heu, oui, sachant que la perfection n'est pas de ce monde et qu'il faut rester humble, mais oui, la qualité première d'un manager, c'est, finalement d'arriver à faire s'exprimer son équipe au mieux de ses potentialités, Mmh. des potentialités de l'équipe. Donc, il a raison de ce point de vue-là. Et je reviens sur, le Juste, sujet. moi, j'ai une illustration en tête, un exemple hein, que tout le monde connaît, c'est Zinedine Zidane. Zinedine Zidane était le meilleur joueur du monde. Voilà, la Coupe du Monde de 98, pour les gens de mon âge, on s'en souvient tous. Il a accepté intelligemment quand il est parti à Madrid. Il n'est pas devenu l'entraîneur tout de suite. Il est resté pendant au moins 4 ou 5 ou 8 ans, je ne sais plus, longtemps. Il a appris le métier d'entraîneur Mmh mh. derrière un numéro un. Et il est ensuite devenu le numéro un, mais bien des années après. Il avait conscience de ses limites, alors que bien d'autres à sa place se seraient imaginés être capable d'être un bon entraîneur. Ben, il savait qu'il avait beau être le meilleur joueur du monde, il n'était pas tout de suite le meilleur entraîneur et il s'est mis en formation derrière, avec humilité, derrière quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui était sûrement un très très grand entraîneur. Les footeux le connaîtront sans doute. Voilà, c'est donc, il a appris ce métier derrière un aîné. J'ai interrompu ta question, Guillaume. Non, mais alors, en fait, c'était, je reviens sur le sujet de comment est-ce qu'on peut, enfin, on est un peu dans la science-fiction, hein, comment est-ce qu'on peut prévoir ou anticiper voilà, des choses qui pourraient déraper? Bon, bien évidemment, je te demande pas si tu as une boule de cristal, mais, moi, je pensais, il y a une slide qui m'a fait penser à un sujet, c'était quand tu parlais de la capacité d'adaptation et tu disais: «Il y a même des gens qui vont être, en demande, Des de». nouveautés, ouais. Mmh. Voilà, et ça m'a mis la puce à l'oreille. Est-ce qu'il est possible de détecter des gens qui justement vont être trop en demande, au point de risquer d'être instables et justement de partir au bout de 6 mois parce que, en fait, bah, ce qui les intéresse, c'est vraiment l'attrait de la nouveauté, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se détecte? C'est une Je sais bonne pas si question. oui. C'est une bonne question. En tout cas, on va détecter des gens qui sont effectivement très curieux. Ça, ceux qui Mmh. vont spontanément rechercher la nouveauté avec curiosité et appétence. Ouais. Et donc, on peut subodorer que ceux-là, effectivement, ont besoin, ont envie et recherchent la nouveauté en permanence. Euh, euh, mais j'ai pas de corrélation, pour être honnête, statistique aujourd'hui, en disant bah voilà, ces profils-là démissionnent plus souvent que les autres parce qu'ils ont Et une sorte de voilà, on n'a pas de retour. Est-ce qu'il y a pas un lien avec justement les motivations extrinsèques dont on parlait tout à l'heure? C'est-à-dire qu'une personne qui aurait des motivations extrinsèques assez fortes, bah, finalement serait peut-être plus sujette au changement, si ses motivations sont moins présentes. Enfin, je pense à je sais pas, je pense à un niveau de challenge, je pense à des primes ou des choses comme ça. Enfin, ça peut être des marqueurs de désinvestissement peut-être? Euh, comment dire, les motivations intrinsèques ou inconditionnelles Mmh. sont celles qui sont les plus puissantes. Hein. Euh, C'est pour ça que je parlais des autres, hein, là. Je d'accord, parlais ok. des extrinsèques qui sont, voilà, D'accord. plutôt sur, les conditions et cetera, enfin, qui sont des choses qui peuvent évoluer aussi dans la vie d'une entreprise. Oui.
Et donc, ta question, c'est de savoir si, effectivement, si on Bah, n'est si plus au les personnes rendez-vous. sont Ouais. sensibles, si les personnes sont très sensibles à ça, bah, on peut se dire: «OK, bah, ça veut dire que Ah bah bien si sûr, on change il le est cadre, évident bah, que toutes les motivations dites conditionnelles ou extrinsèques et qui sont donc conditionnées à l'argent, à la mmh, réussite, au regard d'autrui. Si ces conditions-là disparaissent, il est évident que ça impacte la motivation de l'individu. mmh, C'est évident. Ça l'impacte soit de manière ça fait chuter sa motivation, on le voit très clairement hein, dans certains de nos résultats. Là, je pourrais passer des slides si bon. Et ça peut, ou bien dans certains cas, ça peut, je l'ai dit aussi en introduction, on peut rentrer dans des processus de surinvestissement, mmh mais qui sont énergivores. Parce que mmh la personne va à tout prix, parce que par exemple, elle va rechercher la reconnaissance d'autrui, elle va travailler encore plus pour réussir et retrouver cette reconnaissance qu'elle a perdue. mmh. Et voilà. OK. Je relais une nouvelle question de Rodolphe. Le questionnaire, dont vous parlez permet d'analyser un nouveau candidat, mais peut-on l'utiliser pour mieux comprendre le comportement ou la dynamique des employés actuels? Bien sûr, la réponse est oui, à 100% oui. Oui, tout à fait. Le questionnaire, il est utilisé en interne comme en externe, y compris d'ailleurs pour des processus d'aide à l'orientation et à la mobilité interne. Voilà. Et, euh, et on l'utilise. Nous, on a trois types d'offres, hein. Un pour le recrutement externe, deux pour l'aide à l'orientation, la mobilité interne, et trois pour l'aide à l'orientation professionnelle auprès de conseillers en évolution professionnelle ou en insertion professionnelle. Très clair, merci, Nicolas pour cette réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu voulais partager peut-être dans les slides, suivantes? Il y avait des choses que Oh, tu bah, j'ai des illustrations bon, à l'écran voilà, par exemple, je ne sais pas si on voit bien là. Donc, oui, c'est l'outil, voilà, des illustrations du matching. Alors, on voit par mmh exemple ici, je ne sais pas si les gens voient à l'écran, mh, mais on est sur un métier qui a des exigences de soft skills en termes de sens pratique, d'optimisme, de maîtrise des risques et de sens de l'économie. On voit ici les points noirs, on est donc à des niveaux d'exigence attendus assez élevés. Et en couleur, en vert et en jaune-vert, on voit le, 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 l'évaluation de l'individu au regard de ses attentes, avec une variation. On n'a pas une note pure, on a, par exemple, normalement, c'est quelqu'un qui a du sens pratique de manière assez élevée, stable et élevée. En revanche, sur l'optimisme, on voit qu'il varie de 0 à 10. Donc, il a, mmh. suivant les situations, voilà, Et ouais. en tant que recruteur, comment je détermine le niveau attendu? Parce que finalement, il y a plein de biais. Enfin, moi, je peux avoir une vision de ce que je voudrais avoir comme personne en face de moi, mais ça peut être très, très Ouais. biaisé. Ben, en fait, il y a 2 cas. Soit on fait du prêt-à-porter, excusez-moi cette expression, mais donc on prend les fiches métiers que Monkita vous fournit, que nous vous fournissons, en disant voilà, le commercial, il a attendu, il est comme ça. Bon, et on démarre par là. Soit on fait un travail d'étalonnage Mmh. précis pour l'entreprise en question, en disant oui, mais nous, nos commerciaux, ils sont pas. Et donc, on va prendre la fiche métier et avec les consultants Monkitaï, avec moi et avec mon équipe, on va étalonner la fiche métier en question. Alors, on a un process rodé là-dessus. On prend, on prend des étalons de l'entreprise. On prend 2, 3, 4 personnes qui sont considérées comme les meilleures dans leur job, par exemple les meilleurs commerciaux. Bon, Mmh. on leur fait passer le questionnaire, on regarde leurs points communs, les points différents, on les interviewe, on interviewe leur chef aussi, leur patron, dire pourquoi ils sont très bons, qu'est-ce qui les distingue, etc. On crée on modélise la grille. Euh, on refait passer cette grille, leurs résultats dans la grille. On refait passer les résultats d'une base de données qui est à nous dans la grille pour être bien certain que cette grille, elle est discriminante sans être discriminatoire, bien sûr. C'est-à-dire Mmh. que tout le monde ne ressort pas en feu vert. Hein. Il faut que seulement une minorité de gens ressortent comme étant d'excellents commerciaux. Euh, voilà, on a bon, ensuite, je ne donne pas tous nos secrets de fabrique, mais on fait repasser aussi d'autres personnes dans la grille, peut-être des moins bons pour s'assurer qu'ils sont moins bons. Et on vérifie le modèle en fait. Et puis ensuite, on a voilà, on fait du sur-mesure en fait. Voilà. Mmh.
OK, super. Bah, c'était effectivement une question de Rodolphe qui voulait savoir si c'était générique ou si c'est, un peu personnalisé et tu as totalement apporté la réponse. OK. Est-ce que tu as des compléments à apporter, Nicolas? Moi, j'ai dit l'essentiel. Ah ben voilà, je cherchais à. J'ai dit l'essentiel, donc je merci de l'intérêt de chacun. Voilà. Tous les gens qui sont là sont membres de Digital Loire Valley? Non, pas nécessairement, Allez, clairement, il d'accord. y a des gens qui nous connaissent bien, il y en a qui sont adhérents, il y en a qui ne le sont pas encore, je dirais. D'accord, non, mais tu sais Je t'en on a fait une promo pour les membres de Digital Loire Valley qui est, voilà, qui ont un accès privilégié à notre solution s'ils le souhaitent. Voilà. Non, ça c'est super. Bah, moi, si ça On vous rappelle au intéresse, passage. effectivement, il faut nous contacter pour ça. On travaille aujourd'hui avec 17 partenaires, business pour fournir des solutions, bah, de croissance, hein, avec des outils numériques, que ce soit sur l'administratif, du marketing, et maintenant des soft skills effectivement, pour faciliter le recrutement. Donc bah, tout ça, sont des choses qui sont rendues possibles par l'association et par votre soutien bien évidemment. Et Merci l'association, beaucoup. je ne trahis pas de secret, l'association va être très bientôt utilisatrice de la plateforme. Exactement, puisqu'on grandit, on recrute et donc comme on a envie de bien faire les choses et ben, on s'entoure des meilleurs outils. Voilà, tout ça est très cohérent. Merci, beaucoup, Nicolas. On partagera, tes Merci coordonnées, à mais vous. aussi je pense que les gens te trouveront facilement, sur Monkey enfin avec Monkey sur le web. Heu, Merci encore, je vous remercie également pour votre présence et je vous dis, bah, à la semaine prochaine, jeudi même heure pour, le tout dernier webinaire de la saison et là, alors on va rester dans les sujets RH, on va parler engagement collaborateur, avec David Buté, le fondateur de Thinking Intra, qui va nous parler des piliers, nécessaires pour construire et entretenir l'engagement des collaborateurs. Donc je pense que c'est totalement dans la lignée de ce qu'on vient de se dire. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas, encore une fois et Merci à à vous. très bientôt. Très bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.